les échanges qui sont intervenus pendant le Conseil des ministres. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire un mot du séminaire qui a réuni l'ensemble des membres du gouvernement avec le président de la République. Un exercice auquel nous sommes habitués, qui nous permet d'évoquer, en prenant notre temps, toute une série de sujets liés à la fois à l'organisation du travail dans les semaines et les mois qui suivent, et puis à des sujets d'intérêt politique pour l'ensemble des membres du gouvernement. L'état d'esprit qui a prévalu pendant ce séminaire gouvernemental, c'était un état d'esprit empreint de confiance, de détermination, car l'ensemble des membres du gouvernement savent pourquoi ils sont là, savent l'engagement qu'ils ont pris, l'appel qu'ils ont reçu au moment de leur nomination, et ils veulent continuer à transformer notre pays et à essayer de trouver dans leur domaine et collectivement des solutions pour notre pays. Grande confiance entre nous, avec des échanges qui, là encore, ont été longs, fructueux, riches, je crois. Et puis une envie de débattre, une envie, une conviction que notre pays est à un moment où il souhaite s'exprimer, où nos concitoyens veulent dire des choses sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils souhaitent, sur les grands sujets auxquels notre pays est confronté, sur leur quotidien et sur leur avenir. Et l'ordre du jour de ce séminaire, qui était consacré à la fois au programme de travail et à l'organisation du grand débat, nous a donné l'occasion de multiplier les échanges sur ces deux sujets. Alors peut-être d'abord quelques mots sur le grand débat. Il a été proposé par le président de la République comme un des éléments de réponse aux préoccupations ou aux revendications qui s'expriment dans le mouvement que nous connaissons depuis le 17 novembre dernier. À l'occasion de ce mouvement, nous avons entendu des revendications en termes de pouvoir d'achat. Nous y avons répondu grâce à des mesures d'urgence adoptées à la fin de l'année 2018 par le Parlement français et qui permettent de mettre en œuvre, dès le 1er janvier, des éléments de réponse pour un grand nombre de nos concitoyens. Et puis, au-delà de ces demandes relatives au pouvoir d'achat, il y avait l'expression d'un besoin, d'une revendication, de considération. Nos concitoyens, et peut-être plus particulièrement ceux qui, depuis de longues années, ont le sentiment de ne pas être vus, de ne pas être entendus, de ne pas être reconnus, ont souhaité dire qu'ils étaient là, qu'ils étaient des Français, qu'ils avaient un avis sur leur quotidien et qu'ils voulaient participer au débat public et dire ce qu'ils croyaient. Le débat, c'est un élément de réponse à cette revendication de considération. Débattre, c'est permettre à chacun d'exprimer ses convictions. Débattre, ça doit permettre de s'exprimer au plus près de son quotidien. C'est la raison pour laquelle, dans l'organisation du débat, nous avons souhaité qu'il puisse être organisé, être tenu au plus près des Français. Non pas à Paris, non pas dans les grandes capitales régionales, non pas dans des lieux classiques d'organisation des débats, mais bien au plus près des Français. J'ai eu l'occasion de dire que nous souhaitions organiser un débat foisonnant qui multiplie les instruments, qui multiplie les occasions pour les Français de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle nous avons pris acte et nous nous sommes réjouis et que nous allons continuer à travailler avec les maires qui sont à l'évidence les mieux placés pour savoir à quel moment et où organiser des réunions qui permettront l'expression des Français dans les meilleures conditions. Ce foisonnement d'instruments, j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est des réunions d'initiatives locales, c'est des stands mobiles qui seront mis à la disposition de ceux qui veulent participer à l'organisation du débat, c'est aussi une plateforme numérique, bien entendu, ça c'est plutôt classique. C'est aussi, et j'aurai l'occasion d'expliquer dans le détail comment tout cela fonctionnera, des conférences citoyennes régionales qui permettront à une centaine de Français tirés au sort dans chaque région, à la fin du processus du débat, de pouvoir donner leur avis sur ce qu'ils ont entendu, sur ce qui ressort, et là encore leur permettre d'échanger entre eux et de venir ensuite nourrir la réflexion du Parlement, du gouvernement, du président de la République. Débattre, c'est débattre avec des règles. Un débat, ce n'est pas l'expression sans règles, c'est au contraire le respect d'un certain nombre de règles. Et les premières de ces règles, ce sont
les obligations de transparence et d'impartialité. Pour garantir cette transparence et cette impartialité, nous procéderons à la nomination de garants indépendants, incontestables, qui viendront dire et vérifier que l'ensemble des règles de transparence et d'impartialité sont bien respectées. Ces règles, c'est aussi les 4 thèmes qui ont été ouverts par le président de la République au débat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'évidemment la parole est libre. Ceux qui viendront s'exprimer pourront s'exprimer librement. Mais que nous souhaitons, le président de la République l'a indiqué, demander leur avis aux Français sur 4 grands thèmes qui ont été mis en avant: la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté et l'immigration. 3e grand thème, la fiscalité. Et enfin, le thème de l'organisation de l'État et des services publics. Débattre, c'est aussi tenir compte de ce qui a été dit. Sinon, on débattrait pour rien. Et nous affirmons clairement notre volonté de tenir compte de tout ce qui aura été dit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pris la décision de reporter l'examen au Parlement de sujets sur lesquels nous savons qu'il nous faudra avancer. C'est le cas s'agissant de la réforme institutionnelle, puisque nous avons considéré qu'il n'y avait pas de sens à discuter au Parlement de cette réforme institutionnelle avant que les Français se soient exprimés au moment du débat et avant que nous ayons pu prendre en compte ce qu'ils diront, ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent, s'agissant du fonctionnement des institutions et de la démocratie dans notre pays. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons reporté l'examen d'un certain nombre d'autres textes, les textes sur l'organisation territoriale. Vous savez que depuis longtemps, désormais, nous discutons avec un certain nombre d'élus ou d'associations d'élus, notamment du développement d'un certain nombre de métropoles. Eh bien, nous avons décidé que cette question-là, il fallait attendre les résultats du débat pour pouvoir l'évoquer devant le Parlement. Nous avons également, en bonne intelligence avec le président du Sénat, reporté d'1 mois l'examen de la loi d'orientation sur les mobilités, qui, elle, avait fait l'objet d'une très grande concertation, mais qui nous a semblé plus juste et plus légitime de reporter afin, là encore, de prendre en compte et d'y intégrer, au cours du débat parlementaire, ce qui se sera dit pendant le débat. Le président de la République, au début de la semaine prochaine, adressera la lettre aux Français qu'il a évoquée au moment de ses vœux. Elle partira au tout début de la semaine prochaine et elle lui permettra de cadrer un certain nombre d'éléments que je viens d'évoquer. S'agissant du calendrier, j'en ai dit un mot avec l'envoi de cette lettre du président de la République. Les choses vont commencer très vite puisque un certain nombre d'instruments sont prêts. Les réunions d'initiative locale pourront débuter dès le courant de la semaine prochaine. La plateforme numérique que nous mettrons à la disposition des Français sera prête dès le milieu de la semaine prochaine. D'autres prendront un peu plus de temps. J'ai évoqué les conférences citoyennes régionales. Le processus de tirage au sort d'une centaine de Français dans chaque région va évidemment demander un petit peu plus de temps. Mais là encore, ces instruments se mettront en place dans de bonnes conditions. D'ici le tout début de la consultation, du grand débat, je vais proposer à l'ensemble des organisations syndicales et patronales et aux associations d'élus de venir échanger sur la façon dont nous envisageons l'organisation du débat. Là encore, à la fois pour les entendre sur les 4 domaines sur lesquels nous ouvrons le débat, et puis peut-être aussi les consulter et échanger avec elles sur les conditions précises d'organisation. J'aurai l'occasion, lundi, de communiquer complètement sur ce dispositif d'organisation après avoir entendu l'ensemble des partenaires que je viens d'évoquer. Ce que je veux dire, c'est que nous serons prêts, nous croyons à ce débat, nous pensons qu'il est indispensable. Nous pensons que dans la phase que connaît notre pays, nous devons être à la fois extrêmement ouverts à un débat productif et utile, et évidemment très ferme sur le fonctionnement des institutions républicaines. Voilà, alors j'ai évidemment pris acte, vous ne comprendriez pas que je n'en parle pas, j'ai pris acte de la démission de Madame Joanneau, que je regrette. Je la regrette d'abord parce qu'elle intervient tard dans le processus et que, évidemment, c'est une complexité supplémentaire d'organisation de ce débat. Elle n'est évidemment pas rédhibitoire, mais elle crée une émotion dont j'ai vu qu'elle pouvait éventuellement vous saisir. Et puis je la regrette aussi parce que, dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est vrai que ceux qui servent l'État, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment leur pays, sont plutôt astreints à une forme de mobilisation plutôt que
à une forme d'éloignement. Donc il est vrai que je la regrette. Cela dit, je voudrais dire que ça n'est au fond qu'une péripétie. Ce qui compte, ce ne sont pas les personnes. Ce qui compte, c'est ce débat. Ce débat, il est plus important que les personnes. Et encore une fois, notre souhait, c'est qu'il soit riche, impartial, utile, que nous puissions en tenir compte dans ce qui s'ouvre, dans la période qui s'ouvre, qui est une période riche et importante pour notre pays, et que les Français reprennent confiance, retrouvent cette confiance qui est indispensable si nous voulons aller loin et aller haut. Je vous remercie. Ah, pardon. Quand même quelques mots avant, parce que vous m'en voudriez de ne pas traiter de l'autre point qui était inscrit à l'ordre du jour de ce séminaire, qui était le programme de travail, qui va rester très dense et très intense dans le premier semestre, le premier trimestre et le premier semestre de l'année 2019. Alors, toute une série de textes déjà engagés vont pouvoir être évoqués devant le Parlement. C'est le cas des mesures, par exemple, du projet de loi Pacte et des 2 projets de loi Justice, qui ont déjà fait l'objet d'un examen par une des chambres et qui vont revenir devant l'autre chambre. C'est le cas aussi des dispositions relatives à la prévention des violences dans les manifestations que j'ai évoquées récemment à la suite des événements que nous avons connus. C'est le cas aussi de nouveaux textes, comme un projet de loi sur l'école de la confiance, qui sera porté par le ministre de l'Éducation nationale, de plusieurs textes, projet de loi organique et projet de loi ordinaire sur le statut de la Polynésie, sur la réforme de la distribution de la presse écrite. Nous avons un agenda, un calendrier parlementaire qui est chargé, et puis nous allons le nourrir de nouveaux textes, notamment des dispositions relatives à l'énergie, un projet de loi sur l'Alsace qui va permettre de transcrire dans le droit le contenu de l'accord et des engagements obtenus par l'ensemble des élus de l'Alsace avec Madame Gouraud dans le cadre de la consultation qu'elle a remarquablement menée. Un projet de loi santé qui va venir traduire dans le droit les engagements et les réformes que nous envisageons. Et puis, évidemment, dans le courant du premier trimestre, le projet de loi fonction publique qui a déjà fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les organisations syndicales. Des négociations sont en cours s'agissant de l'assurance chômage. Je sais que c'est un texte qui intéresse beaucoup, à juste titre. Ces négociations, elles sont en cours. J'ai moi-même donné aux organisations syndicales un peu plus de temps que ce que nous avions initialement fixé pour qu'elles puissent travailler à la définition d'un accord qui correspondrait, je l'espère, au cadrage que nous leur avons proposé. J'attends de ces organisations syndicales et patronales qu'elles nous disent si elles avancent, comment elles avancent et sur quoi elles peuvent se mettre d'accord, et je leur fais évidemment confiance. Les consultations se poursuivent s'agissant de la question de la réforme des retraites. Elles ont été engagées il y a plus d'1 an par Jean-Paul Delevoye. Elles vont se poursuivre. Elles sont évidemment intenses. Je crois d'ailleurs que l'ensemble des organisations syndicales le reconnaît aisément. Elles vont durer parce que le sujet est très technique, très complexe et très politique aussi à certains égards. C'est donc un premier semestre d'action publique qui sera intense, marqué par l'écoute, marqué par l'action, marqué aussi par des échéances électorales à la fin du mois de mai. Bref, un moment important pour notre pays, et ce séminaire nous a permis de le préparer dans d'excellentes conditions. Je vous en prie, madame. Bonjour, Elisa Berthelomé pour BFM TV. Une question concernant le remplacement de Chantal Joanneau. Hier, après l'annonce de sa démission, l'Élysée comme Matignon nous ont fait savoir qu'à l'issue de ce séminaire, le gouvernement nous présenterait un nouveau mode d'organisation et de pilotage. Est-ce que vous pouvez nous le détailler pour l'organisation de ce grand débat? Merci. Écoutez, je vous en ai dit un certain nombre d'éléments, à la fois en termes de calendrier. J'ai dit que je voulais procéder à un certain nombre de consultations. Nous serons prêts pour le début du débat, mais vous m'autoriserez à prendre un petit peu de temps, parce que proposer à des personnalités indépendantes, incontestables, d'être les garants de ce débat, de ce très grand débat national que nous souhaitons, ça prend forcément un petit peu de temps. Donc je le fais à mon rythme. Ce matin, j'étais au séminaire et dès que cette conférence de presse sera terminée, je multiplierai les contacts et vous aurez l'occasion de savoir très rapidement les personnalités à qui nous proposons cette fonction importante. Vous verrez. Vous verrez, je ferai une communication en tout début de semaine là-dessus.
en tout début de semaine prochaine. Yannick Fall, France Info, vous dites nous prendrons en compte ce qui remontera du débat. Prenons un exemple concret. Si les Français décident que 20% des Français les plus riches doivent continuer à payer la taxe d'habitation, est-ce que 20% des Français les plus riches continueront à payer la taxe d'habitation? Mais un débat, c'est un moment d'échange, de dialogue sur des sujets qui s'entrecroisent tous. Nous avons ouvert la question de la fiscalité. Si on ouvre la question de la fiscalité, c'est pour qu'on entende ce que les Français ont à dire. On en tiendra compte. S'agissant de la taxe d'habitation, le président de la République, pendant la campagne présidentielle, s'était engagé à supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Cette suppression, elle a commencé. Elle a commencé l'année dernière, elle se poursuit cette année, elle va se terminer l'année prochaine. Et en 2020, 80% des Français qui payaient la taxe d'habitation ne la paieront plus. Restent les 20% qui sont ceux qui payent le plus de taxes d'habitation. Ceux-là, nous nous sommes engagés à supprimer cette partie-là de la taxe d'habitation aussi, d'autant que le Conseil constitutionnel avait formulé sur ces 20%-là un avis qui nous laisse à penser qu'il faut évidemment prendre en compte les dispositions constitutionnelles d'égalité devant l'impôt. Très bien, nous l'entendons, mais nous ouvrons le débat sur l'ensemble de ces sujets. Donc, à titre personnel, moi je suis toujours plutôt favorable à diminuer les impôts, mais nous devons aussi, avant de prendre la décision, entendre ce que les Français auront à nous dire. Bonjour, Camille Collin pour TF1 et LCI. Une question, est-ce que Chantal Joanneau doit-elle démissionner de la présidence du CNDP? Et est-ce que la réflexion sur les agences d'État, sur les salaires dans les agences d'État doit être menée aussi à l'occasion du grand débat? Écoutez, la Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire que c'est le pouvoir exécutif qui nomme son président. C'était le cas, en l'occurrence, de Mme Joanneau. Et ça veut dire aussi que dès lors que les membres de ces autorités administratives indépendantes sont nommés, leur mandat est irrévocable. Donc c'est à elle qu'il appartient de se déterminer, et elle le fera en conscience, elle aura l'occasion de le faire. Ça me semble parfaitement naturel. S'agissant de la rémunération des agents publics, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet. Bonjour, Christophe Gascard pour France Info. Je voudrais revenir avec vous sur le soutien à l'ex-boxeur et cette cagnotte. On a appris aujourd'hui qu'une autre cagnotte avait été lancée par l'ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères concernant donc les policiers. Que pensez-vous justement de cette autre cagnotte qui est lancée actuellement? Je trouve curieux qu'on parle des cagnottes et pas des faits. Voilà, les faits sont graves. Et je pense que c'est les faits qu'il faut commenter si on doit commenter des choses. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que la situation de notre pays, la très grande violence qui s'est exprimée, violence sur les biens, violence sur les symboles et violence sur les personnes, exige beaucoup de conscience et beaucoup de retenue de la part de l'ensemble des Français, des responsables avant tout, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Voilà, je vous le dis comme je le pense. J'essaie donc d'avoir un propos ferme mais mesuré, et je vous confirme qu'il ne me serait pas venu à l'esprit de participer à la première cagnotte. RTL. Je reviens sur le grand débat. Qui fera la synthèse du grand débat? Est-ce que c'est la Commission nationale du débat public sans sa présidente Chantal Joanneau, ou est-ce le gouvernement ou une autre structure qui fera ce travail? C'est une excellente question, parce qu'elle touche aux questions d'impartialité et de transparence que j'ai évoquées au débat. Et donc cette question, qui est une question d'organisation, mais qui touche à ces garanties, je l'évoquerai lundi à l'occasion de ma communication, pour faire une description totale et parfaite du dispositif que nous allons mettre en œuvre. Je ne peux pas le faire par petits bouts, éventuellement évoquer les instruments, mais je ne veux pas évoquer par petits bouts les questions d'indépendance, de transparence, d'impartialité, parce qu'elles sont essentielles à la tenue du grand débat. Mais nous les avons clairement à l'esprit. Nous souhaitons offrir l'ensemble des garanties qui permettront aux Français de constater que ce débat est impartial, qu'il est transparent et surtout qu'il est utile. Voilà, je vous remercie pour votre question et je vais laisser la parole à Benjamin Griveaux qui va vous faire une présentation de ce qui s'est dit à l'occasion du Conseil des ministres. Merci beaucoup.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a rappelé au début du Conseil des ministres que la fin de la semaine avait été marquée par des manifestations qui ont à nouveau donné lieu, à Paris, mais pas uniquement, à des violences inacceptables. Le Premier ministre y a apporté des réponses de nature opérationnelle, mais également de nature législative, lundi soir, et ces réponses doivent permettre une meilleure tenue de ces manifestations, la mise à l'écart, ou en tout cas le retrait des éléments violents, et une réponse plus ferme encore qu'elle ne l'est aujourd'hui aux excès de violence auxquels nous avons pu assister. Le président de la République a rappelé que dans le mouvement dit des Gilets jaunes, il y avait, dès le départ, des personnes mobilisées, des gens sincères, qui ont été présents sur les ronds-points dès les premiers jours. Des gens inquiets pour boucler les fins de mois parce qu'ils sont dans le rouge à la banque le 15 du mois, des gens inquiets pour leurs enfants, des gens inquiets face à une mondialisation souvent synonyme de difficultés et d'angoisse très profonde. Ces Français étaient d'ailleurs pour beaucoup des femmes, pour beaucoup aussi d'entre eux des retraités. Ceux-là, ils ont toute leur place dans le grand débat national que nous allons organiser, dont le Premier ministre vous a détaillé les premières modalités. Et puis, il y a d'autres personnes qui portent un gilet jaune. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on porte un gilet de la même couleur qu'on pense la même chose. Il y a donc, et il faut dire les choses, les nommer, des factieux, des séditieux, des gens violents, des gens brutaux, qui viennent parfois de l'extrême droite, parfois de l'extrême gauche, dont certains sont même soutenus depuis l'étranger. Ils n'ont rien à voir avec ceux que j'évoquais à l'instant. Ils sont très politisés. Pour ces séditieux, il n'y a qu'une réponse possible: l'ordre républicain. Face à des comportements très structurés, face à des comportements très organisés, très déterminés, nous opposerons toujours la plus grande fermeté républicaine. Le président de la République nous a fait part d'une conviction, c'est que, au fond, beaucoup de membres du gouvernement ont été amenés à rencontrer, moi y compris, des gens qui avaient décidé de participer à ce mouvement lancé le 17 novembre. Et sans doute parmi les personnes que j'ai été amené à rencontrer, comme d'autres, beaucoup ne cautionnent pas les violences qui se déroulent, en particulier les fins de semaine, dans les rues de différentes villes de France. Sans doute souhaite-t-il, et ce sont les mots du président, que l'ordre revienne, que le pays se retrouve, et ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est pouvoir participer à bâtir l'avenir de notre pays. Cela, à nouveau, nous les invitons à venir massivement participer à ce grand débat national. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle phase de notre histoire politique. Le président de la République a rappelé qu'il ne fallait jamais céder aux pulsions, que d'ailleurs les pulsions emportaient ceux qui y cédaient. Et il a rappelé qu'il était nécessaire, indispensable, de reposer le cadre de l'unité de la nation en mettant en avant à la fois un dialogue respectueux et en même temps la fermeté républicaine. La bienveillance et une juste fermeté sont indispensables pour ramener le respect dans l'espace public, le calme dans le débat public et surtout pour permettre que ce débat puisse se tenir, que ce débat serein se tienne loin de l'affaissement que l'on observe parfois, en particulier sur les réseaux sociaux. C'était les propos introductifs du président de la République lors de ce conseil. Nous avons eu ensuite un conseil extrêmement court pour les raisons évidentes de la tenue du séminaire, mais le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a cependant présenté différents textes, et notamment un projet de loi autorisant la ratification d'un accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Arménie.
C'est un accord qui prévoit une coopération renforcée dans de nombreux domaines économiques, commerciaux, social, juridiques, financiers, culturels et la mise en œuvre d'un dialogue politique régulier entre l'Union européenne et l'Arménie. Il constitue une étape évidemment décisive et importante dans notre relation à l'Arménie. Il a également présenté un projet de loi autorisant l'approbation de 2 accords bilatéraux signés l'an dernier avec les gouvernements du Tchad et le gouvernement angolais concernant les services aériens. En apportant un cadre juridique stable, ces accords vont permettre de développer le transport aérien dans nos pays et de fait de renforcer notre relation économique avec le Tchad et avec l'Angola. Il témoigne de notre volonté de consolider nos liens avec ces États en avançant de manière très concrète sur des projets. Pas de partie B qui sont habituellement les nominations lors de ce Conseil des ministres, et une communication qui est intervenue avant le débat que nous avons eu lors du séminaire et qui a été donnée par Marc Fesneau, qui est le conseiller, qui est ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, sur l'application des lois. Vous savez, j'ai souvent eu l'occasion lors de ces compte rendu de vous faire un état d'avancement de la mise en œuvre et de l'application des textes qui sont votés au Parlement. C'est un sujet important. C'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles nos concitoyens considèrent sans doute que les choses ne vont pas suffisamment rapidement. Et lorsque des textes sont votés, eh bien parfois les décrets tardent à être pris et la mise en œuvre est retardée d'autant plus. Il est donc important de s'assurer que l'exécution soit parfaitement réalisé. Et le taux d'application, conformément à ce que souhaitait le président de la République dès le début du quinquennat, est excellent. Les 31 lois promulguées depuis plus de 6 mois sont applicables à 94%, puisque 223 des 236 mesures réglementaires qu'elles appelaient sont entrées en vigueur, ce qui est évidemment un record. 24 d'entre elles, de ces 31 lois, sont applicables à 100%, dont la loi pour la confiance dans la vie politique, celle relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, ou encore la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. 3 lois promulguées depuis moins de 6 mois sont aussi applicables à 100%, notamment la loi de programmation militaire. Il faut saluer évidemment l'ensemble des ministères et des administrations à qui on doit cet excellent bilan. Elles se sont toutes mobilisées, sans aucune exception, et elles doivent en cela être saluées. Cet effort, évidemment, se poursuivra au cours de l'année 2019 et Marc Fesneau réunira dans les 3 mois un comité interministériel de l'application des lois afin de s'assurer que cet effort couronné de succès pour cette première année ne s'estompe pas l'année qui vient. Voilà ce que je pouvais vous dire des échanges qui se sont tenus de manière brève avant la tenue de ce séminaire. Je répondrai bien volontiers aux questions que vous souhaiteriez me poser. Bonjour, Marine Pentier de Reuters. Donc Bonjour. Bonjour. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de partie nomination, mais Emmanuel Macron a reçu hier Olivier Schramek et s'est entretenu avec Franck Riester. Est-ce qu'il a évoqué lors du Conseil des ministres sa préférence pour le successeur d'Olivier Schramek? Non, le sujet n'a pas été évoqué. Michel Rose de Reuters aussi. Hier, l'Élysée a produit un communiqué sur la signature prochaine d'un accord avec l'Allemagne à Aix-la-Chapelle, un projet de convergence des économies notamment. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails sur cet accord qui sera signé entre la France et l'Allemagne? Merci. Non, je ne dispose pas d'éléments suffisants, mais je vous engage à prendre attache auprès du service de presse de l'Élysée, mais je n'ai pas d'éléments supplémentaires à donner. Pardonnez-moi. Julien Chavannes, RFI, bonjour. Bonjour. Pour revenir au grand débat national, est-ce Ouais. que vous savez aujourd'hui quel va être votre rôle lors de ces réunions, de ce débat en tant que ministre? Est-ce que vous savez quelle va être votre participation à ce débat? D'abord, il y a différents formats de réunions qui sont prévus, ce qu'a expliqué le Premier ministre, des réunions avec beaucoup de nos concitoyens pour aborder les 4 thèmes. Il y aura ensuite des ateliers aussi où on pourra travailler, faire des propositions. Il y aura ensuite des conférences régionales où là, il y aura de la consultation. Et donc, les membres du gouvernement, et d'ailleurs pas que les membres du gouvernement, les parlementaires, et au-delà, l'ensemble de nos concitoyens, eh bien, peuvent être amenés évidemment à participer et être dans un moment d'écoute
les réunions sont par exemple des réunions d'initiative locale, c'est-à-dire ces premières réunions qui vont se tenir autour des 4 thèmes, et puis même de participer. Moi, je souhaite que, au fond, les ministres, comme nos parlementaires, puissent participer à l'ensemble des formats que nous proposons à nos concitoyens, de manière différente, de manière plus participative lorsqu'il s'agit d'ateliers thématiques, où il s'agit de mettre à jour des solutions, et puis peut-être de pouvoir faire partager aussi le regard qui est le nôtre en tant que participant à un gouvernement et membre d'un exécutif, mais également d'être dans une phase d'écoute. Ça n'est pas, je le redis, ce grand débat national n'est pas pour les ministres l'occasion de faire de la propagande gouvernementale. C'est vraiment de se mettre dans une attitude d'écoute, d'entente et de dialogue avec nos concitoyens, et c'est dans cet esprit-là que les membres du gouvernement aborderont ce grand débat. Oui, Jérôme Rivet de l'AFP. Vous avez dit tout à l'heure que parmi les gilets jaunes les plus violents et les plus politisés, il y en a certains qui étaient soutenus de l'étranger. Alors vous pensez à qui, à quel pays et quelles preuves avez-vous? Écoutez, il suffit de voir, et quand je dis soutien, au moins un soutien moral, il y a eu des déclarations récentes de la part de 2 ministres du gouvernement italien qui ne cachent pas leur soutien, manifestement. Nous connaissons la bienveillance de certains outils de propagande, dont je ne dirais pas que ce sont des médias, comme Russia Today, à l'égard du mouvement. Et d'ailleurs, les responsables du mouvement eux-mêmes, l'un d'entre eux, désormais célèbre, considère que le seul média libre, pardon de le dire devant les autres médias présents et qui couvrent cette information et cette actualité, le seul média libre aux yeux de M. Drouet, c'est Russia Today. Je ne partage pas son sentiment. C'est à ces références-là que nous avons, en tout cas dont nous avons discuté, mais ça n'appelle pas d'autres remarques de ma part. Christophe Gascar pour France Info. Une question concernant ce grand débat et l'organisation autour des 4 thèmes. S'il y a des questions qui tournent autour d'autres thèmes, et effectivement on peut entendre parfois que certains veulent revenir sur le mariage pour tous ou encore la PMA, comment comptez-vous les écouter ou répondre à leurs questions? Alors ceux qui voudraient revenir sur la PMA sont très anticipateurs parce qu'elle n'est pas encore inscrite dans notre droit. Elle le sera. Il y a 4 thématiques qui vont permettre d'aborder des sujets qui concernent le quotidien de nos concitoyens, des sujets de mobilité, de logement, de pouvoir d'achat, de fiscalité, mais aussi les questions qui sont liées au fond à la meilleure prise en considération des aspirations des Français à pouvoir participer à la construction et de la décision politique et parfois à la construction de politiques publiques. Ça, ce sont les éléments que nous avons mis sur la table, qui répondent au fond, si on vient aux origines du mouvement qui a commencé le 17 novembre, dont je rappelle qu'elle était la question de la hausse des carburants et donc au fond de la fiscalité et du pouvoir d'achat, mais aussi d'un besoin d'être mieux entendu, en tout cas d'avoir des lieux, des endroits, des moyens, des méthodes pour pouvoir participer à la construction de la décision publique et à la co-construction de politiques publiques. C'est à ça qu'on va répondre. Mais le grand débat, ce n'est pas le grand déballage. Et il n'est pas question de revenir sur des avancées dans notre droit, que ce soit l'IVG, la peine de mort, si j'en crois, même s'il a eu un rétropédalage heureux, le secrétaire général du Parti communiste français hier, c'est sans doute un peu emballé. Le mariage pour tous ne sont pas sur la table. Ne sont pas sur la table. Ils appartiennent à nos valeurs communes, ce sont des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il n'est pas question de défaire par un grand débat national des avancées en droit qui ont été conquises de haute lutte ces 15, 20 ou 30 dernières années. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un compte-rendu du Conseil des ministres qui sera, à n'en pas douter, un peu plus long. À bientôt.
chef de délégation. Vous allez bien? Sébastien Gauthier. Bonjour. Pierre Sébastien. Vous allez bien? Merci. Bonjour. Oui. Voilà le vidéo. Vous allez bien? Très bien, merci. Et l'ostéopathe. Ah. Chef, avoir du boulot. On a un petit cadeau.